Cher auditeur du Prélude Football Podcast, si tu écoutes ça présentement en audio, sache que la version vidéo est disponible via le lien qui se trouve dans la description ci-dessous de cet épisode. Si jamais tu le vois présentement, sache que le lien pour accéder aux épisodes audio sur toutes les grandes plateformes de streaming telles Spotify, Apple Music et Google Play Music est disponible aussi dans la description ci-dessous. S'il vous plaît, les amis, faites-nous valoir votre opinion par rapport à ce qu'on fait. Suggestions, commentaires et questions sont les bienvenus, publiquement ou en privé. C'est à votre guise. Ça va simplement nous permettre de vous donner un meilleur produit. Fait que discussion avec David Lessard, le coordinateur offensif de l'équipe de football de McGill, qui n'a pas encore de nom au moment qu'on se parle. De quoi qu'on a parlé? Bon, oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore. Mais on a parlé de son parcours. Lui, il a commencé à coacher en 1998 à l'école secondaire Gérard Filion. Fait que de là, aujourd'hui, on a retracé son parcours. Il est passé au collège Don Petit, il est passé, bien entendu, au Carabin aussi. La majeure de son temps a été passée avec l'Université de Sherbrooke, qui avait fait 10 ans à l'Université de Sherbrooke, comme entraîneur-chef et coordinateur offensif. Il a fait des passages aussi au sud de la frontière, aux États-Unis, à Boston College. Il a aidé 2 off-seasons à Boston College, si je me souviens bien. C'est ça, pendant sa jeunesse, pendant les années 2000. Il a aussi aidé il a aussi aidé dans la CFL avec les Eskimos d'Edmonton. Puis il est maintenant rendu à McGill comme coordinateur offensif. Ça ressemble pas mal à ça. Beaucoup d'années au VAR, on est rentré un peu plus en détail dans cette partie-là. Il nous a expliqué aussi le système auquel il croit comme coordinateur offensif, c'est-à-dire le West Coast Offense, qui a emprunté de son passage à Boston College. Il cherche un fullback. Si jamais tu es un fullback et tu ne sais pas où jouer et tu es de niveau universitaire, peut-être au moment où tu écoutes ça en ce moment, il l'a trouvé, mais il en cherche un activement. Fait que si tu es un fullback, lâche un code à David Lessard. Mais ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal à ça. On peut commencer l'épisode comme ça. Yes. Bon podcast tout le monde. Bon podcast. Donc, on a tout le temps pris l'habitude de demander à nos invités comment ça se passait en confinement. Là, le confinement finit, puis on retourne à la vie normale. Dans le contexte, on est présentement aussi pour ceux qui se demandent peut-être quand est-ce que ça va être filmé ça, c'est le plan de retour au jeu a été annoncé par Football Québec il n'y a pas longtemps, donc on a de l'espoir que le foot recommence peut-être d'ici l'automne. On voulait savoir, toi, comment tu as vécu ça, cette période-là, comment vous avez vécu ça à McGill, puis est-ce que tu as réussi à rester en contact avec tes joueurs? Ben oui, en fait, ça c'est pour ma part, bon, il y a comme deux volets. Il y a le volet McGill, le volet professionnel, que vraiment Coach Hilaire, les joueurs, puis toute l'administration à McGill a fait vraiment un super travail avec bon, de nous donner les outils pour être en télétravail. Bon, évidemment, coach de foot, on sait tous que ça vient avec toute autre tâche connexe. Donc, j'étais hâte de faire toutes mes autres tâches connexes, dont le suivi académique à McGill, qui est très important. J'ai vraiment manqué de rien. Fait qu'au niveau professionnel, ça a bien été. On a fait des meetings avec nos joueurs. On en fait encore en ce moment sur la plateforme Zoom. Bon, c'est ça, c'est plate. On n'a pas pu pratiquer, on n'a pas pu avoir de foot d'hiver. Mais pour tout ce qui est là, de continuer d'avancer en tant que parent de football, je pense que McGill, coach Hilaire, a fait vraiment un bon travail de nous donner tout ce qu'on avait besoin. Mais d'un point de vue personnel, ça m'a. Puis, tu sais, on dit tout le temps que la vie, des fois, c'est de prendre une situation qui peut être négative puis d'essayer de la mettre la plus positive possible. Pour moi, ça m'a permis
de faire des recherches, de faire du développement, de faire des analyses, de faire des réflexions sur le football, surtout au niveau tactique, oui, un peu au niveau technique aussi, que tu n'as juste pas le temps d'habitude parce que la roue, elle tourne. Puis, je veux dire, quand c'est pas le suivi académique, c'est le recrutement, puis là, après, c'est le foot d'hiver, puis là, c'est l'entraînement, puis là, c'est ci, puis là, c'est ça, puis là, c'est Team Québec, puis là, c'est. Fait que, tu sais, c'est tout le temps une roue comme qui arrête jamais. Puis oui, tu sais, je fais partie des chanceux qui fait du foot à temps plein, mais d'avoir été capable d'avoir ce temps mort-là pour essayer de revoir un peu qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi on le fait, puis comment on le fait, puis est-ce que c'est vraiment optimal basé sur ces. Wow! Puis ça a été vraiment fait que pour moi, ouais, ça a été quand même assez plaisant. Je le dis respectueusement, là, mais ça a été très positif malgré tout, là, malgré tout ce que ça a impliqué. C'est ça, il y en a beaucoup qui ont répondu, qui nous parlaient de ça un peu, là, que c'était une belle période pour se questionner puis travailler sur des projets qu'on n'a pas souvent le temps. Ouais, c'est ça. C'est tant mieux si le monde du foot, puis il y a certains coachs qui ont réussi à virer ça à leur avantage, là, si on peut dire. Si on parle de ton parcours, nous, on prend le temps de regarder un peu où ce que où que la séparation se fait de joueur à coach, comment nos invités, comment les personnes qu'on approche pour participer à notre projet, on commence à coacher. Dans ton cas, tu as commencé à coacher à l'école secondaire Gérard Filion il y a de ça quelques années. Comment s'est passé? Comment s'est passé la transition de joueur à coach? Comment s'est passé les débuts du coaching dans ton cas? Écoute, c'est drôle parce que j'ai tout le temps aimé le sport. Puis je suis chanceux, là, mais moi, j'ai grandi, puis ma famille, mon père m'a encouragé, puis j'ai joué au hockey, évidemment, j'ai joué au baseball, j'ai joué au tennis, j'ai vraiment, j'ai tout le temps aimé le sport comme participant, mais aussi comme fan. Puis je me rappelle les plus beaux moments de ma jeunesse, c'est aller voir les expos avec mon père. J'ai tout le temps de sport, ça a tout le temps fait partie de ma vie. Un des drames de ma vie, je le dis en riant, c'est que je suis pas un top athlète, mettons. Fait que autant j'aimais le sport, autant comme joueur, c'était pas tout le temps facile. Mon meilleur sport, c'était le hockey parce que j'étais gardien de but. Fait que j'avais pas bien à patiner, puis j'étais juste assez bon là, pour me tenir entre les deux poteaux pour faire des arrêts. Le foot, c'était ma passion, mais ben ouais, c'était pas ma force nécessairement. Je dis tout le temps à la blague, c'est pas une blague que je me serais probablement coupé si, quand j'étais joueur, mais j'aimais ça. Donc, puis je peux pas dire exactement quand parce que dans ma tête, j'ai toujours voulu être coach. Je me rappelle pas, tu sais, puis je me rappelle pas m'être dit, tu sais, puis oui, tous mes amis rêvaient de jouer pro, puis moi, je rêvais pas de jouer pro, je rêvais de coacher pro. C'est comme si je le savais que j'étais poche. Fait que j'ai tout le temps, j'aimais jouer, puis encore aujourd'hui, j'aime faire du sport, mais j'ai tout le temps su que je coacherais. C'est pour ça que quand on me pose cette question-là, ben, la transition, j'ai hâte de la faire. Quand je l'ai faite, ben, enfin, je sentais que je pourrais avoir un impact un petit peu plus positif sur mes équipes au lieu de chier ça comme joueur. Puis, quand tu as commencé à coacher au secondaire, est-ce que cette école-là, c'est parce que tu avais joué là avant? Tu sais, ça a été quoi ton premier rôle en tant que coaching? Ben, en fait, moi, j'étudiais sur l'île, c'est McGill, puis je me cherchais juste une place où est-ce que je pouvais commencer à coacher parce que je pouvais pas attendre
Fait que j'avais le goût de commencer même pendant que j'étais encore à l'école. Bon, puis c'est là que j'ai par connaissance, parce que moi, j'ai fréquenté le cégep Édouard-Montpetit, donc je suis de la Rive-Sud de Montréal. Puis là, je connaissais quelqu'un qui coachait à Gérard-Fillon. Donc, naturellement, je me suis retrouvé là à donner un coup de main. Puis c'était quand même facile pour moi. Ça se voyageait bien, bon, avec le métro, tout ça. Fait que j'étais capable d'aller faire mes études, d'aller coacher. Parce que ma carrière de joueur, elle s'est terminée, elle s'est terminée quand même assez rapidement, encore une fois, parce que bon, tout le monde de niveau, maintenant, athlétiquement, ça te rejoint. Fait que ça a été ça qui m'a emmené à Gérard Fillon. Je voulais coacher, puis je me suis informé, j'avais quelqu'un proche qui m'a dit hey, va coacher là. Puis on s'entend que encore aujourd'hui, puis c'était vrai dans le temps, tu ne craches pas sur quelqu'un qui veut coacher dans ces niveaux-là. Fait ils m'ont pris, puis j'ai commencé. Ça. Puis, comment t'as passé, comment t'as vécu le saut de l'école secondaire Gérard Fillon au Collège d'Édouard-Montpetit, au niveau collégial? Ouais, c'est difficile à répondre. C'est comme si j'ai tout le temps voulu coacher, j'ai tout le temps eu ça dans ma tête, ça s'est fait tout seul. Je me suis mis à coacher à Gérard Fillon, puis j'ai monté vraiment vite. Là. Je suis devenu entraîneur-chef cadet en 1 an. Après, je suis devenu coordonnateur offensif juvénile après. Puis moi, je venais de Gérard Fillon. Est-ce que je venais d'Édouard-Montpetit? Puis là, ils ont changé d'entraîneur-chef à Édouard-Montpetit. C'est devenu M. Alain Blondeau qui est devenu l'entraîneur-chef dans le temps. Puis lui, il cherchait un coach de position, il me l'a offert. Puis bam, je suis allé. Fait oui, les joueurs étaient plus vieux, mais je sais pas, c'était ça que je voulais faire. Je me sentais prêt. J'étais comme commit à faire ça de ma carrière. Fait je me rappelle pas de l'avoir vécu si difficilement. C'était juste, oui, les gars plus vieux, mais ma passion pour le foot, ma passion pour le coaching, je le dis humblement, j'avais l'impression que j'étais là, je pouvais le faire. Okay. Dès ce moment-là, tu savais que c'était ça que tu voulais continuer là-dedans. Là. Le niveau collégial était, moi, je dirais, un pas à travers une étape de plus. Dès ce moment-là, tu savais que tu voulais continuer à éventuellement te rendre à l'université. Puis... ça a toujours été ce que j'ai voulu faire. Puis comme je te disais tantôt, tu sais que je sais pas si c'était à 12 ans, 14 ans, 16 ans, je ne sais pas, mais je me suis tout le temps dit, ma job de rêve, c'est entraîneur. C'est tout le temps, c'est ça que je veux faire demain. Quand j'ai commencé à coacher, c'était pas que j'aimais pas le niveau comme secondaire ou collégial, c'est juste qu'il n'y avait pas d'opportunité de gagner ta vie à moins d'arriver au niveau universitaire ou au niveau professionnel. Donc, moi, j'ai dit, il faut que je monte. Puis, je veux dire, c'est comme ça que je le voyais dans le temps. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu peux gagner ta vie au niveau secondaire ou au niveau collégial, puis tant mieux. Mais moi, dans le temps, fallait que j'aille plus haut. Donc, mais tu sais, dans ma tête, ça a tout été, oui, effectivement, comme tu l'as dit, ça a tout été ça que je voulais faire. Si tu avais à te décrire là, quand tu es arrivé à Édouard-Montpetit comme coach, tu coachais quelle position? Dans quoi tu croyais? Si tu avais à te décrire à ce moment-là, comment tu te décrirais? Je coachais je me suis fait embaucher comme coach de running back. À ce moment-là, j'étais plus en mode je voulais apprendre le plus possible de tout le monde. J'étais vraiment de dire que j'avais une philosophie ou que j'étais plus gourmand. Puis je voulais tout savoir sur tout. Offensivement, défensivement, unité spéciale, gestion d'un programme. Tout m'intéressait.
j'étais pas non, je me rappelle pas. Tu sais, c'est sûr que la seule affaire que je me souviens, c'est que j'étais curieux du run and shoot parce que j'aimais bien les Falcons d'Atlanta dans le temps. Ils jouaient tout le temps 4 receveurs en run and shoot. Et ça m'intriguait parce qu'il y avait beaucoup d'option route. Puis il y avait beaucoup de lectures sur les coverages. Puis bon, nous, le football au Québec dans ce temps-là, puis moi, le football que j'ai appris, c'était très comme tu vas jusqu'à 10 verges, puis tu coupes en dedans, et on n'en parle plus. Là. Fait que là, de voir qu'il y avait d'autres choses, d'entendre qu'il y avait d'autres choses au niveau professionnel, où est-ce que, dépendamment de la couverture, ton in pouvait devenir un out, ton post pouvait devenir un corner, ça m'intriguait au max. Mais de dire que j'y croyais, non, j'étais intrigué, je voulais en apprendre. Puis, je me rappelle que dans le temps, j'avais été voir Jerry McGrath, qui était coachait à l'Université Concordia, parce que lui avait été à une clinique sur le run and shoot. Puis j'avais lu ça dans les journaux, puis j'étais comme, oh my God, faut que j'aille voir Coach McGrath. Puis Coach McGrath m'avait expliqué un petit peu c'était quoi un seam read, puis c'était quoi qui était des éléments de run and shoot. Mais tu sais, comme je te dis, je voulais trop en apprendre pour pouvoir me dire que je t'ai arrêté sur une affaire. Ça, et que je croyais en ça. Puis, à ce moment-là, Édouard Petit est en quelle division? Juste pour placer... On était en division 2 à ce moment-là. Okay. Je pense que c'était 2A que ça s'appelait. Ouais. Puis, tu as passé combien d'années à Édouard Petit? 2 ou 3, 4. Je pense que j'ai été coach de position 2 ans. Après, j'ai coordonné l'attaque 1 an, peut-être 3. Ouais, je pense que c'est ça. Puis, c'est là que ça t'amène du secondaire au cégep pour finalement te rendre au niveau universitaire. Tu as coaché après Édouard Petit avec les Carabins. Encore là, comment tu as expliqué qu'à Gérard Filion, c'était quelqu'un que tu connaissais. Édouard Petit, tu avais déjà joué là, tu avais un contact là. Comment t'en viens à coacher avec les Carabins qui, j'imagine, représentaient une grosse étape pour toi là, de passer au niveau universitaire? L'histoire des Carabins a commencé là, je suis pas bien bon avec les dates, mais à leur année d'entrée, Coach Bolduc, ouais, qui était coordonnateur offensif, mais Coach Dussault, qui était l'entraîneur-chef, avait offert aux différents cégeps d'envoyer des coachs au camp des Carabins. Puis moi, j'avais sauté sur l'occasion. Fait que je m'étais présenté comme guest coach au premier camp de l'histoire des Carabins. Bon, c'est André qui était coordonnateur d'attaque, qui était entraîneur-chef. Puis j'avais vraiment trippé, puis là, ça m'avait permis là-bas de créer contact avec André, mais aussi mais surtout avec Ted Karabatsos, qui était l'entraîneur de la ligne à l'attaque à ce moment-là. Puis on dit, moi et Ted, on s'est bien entendu d'entrée de jeu, même si je suis resté là, le camp durait 2 semaines, peut-être une semaine, je me souviens pas. Fait que je suis resté là pendant le camp, puis j'étais assistant. À ce moment-là, j'ai assisté au coach de receveur. Fait que puis, je suis revenu à Édouard, j'ai fait mon année. Quand l'année a fini, ben là, au Carabin, il y a déjà eu des changements au niveau du staff. Puis là, il y avait une opportunité là-bas comme coach de porteur de ballon. Puis aussi, il y avait une demande au niveau de la coordination des hauts. Puis là, j'ai rencontré Coach Ted, je pense que c'était au banquet Midget. Coach Ted m'a dit il y a peut-être une opportunité si c'est quelque chose qui t'intéresserait. Ouais, fait que je me rappelle avoir passé en entrevue. Là, il y avait Coach Ted, il y avait Jacques Dussault, puis c'était Pat Gregory qui était devenu l'entraîneur
Parce que André Bolduc avait pris le poste d'entraîneur-chef à Montmorency, au Cégep. Puis j'ai eu la job. Fait que je suis devenu coordonnateur vidéo et coach des porteurs de ballon à l'Université de Montréal. Puis là, tu sais, je peux plus te parler du saut parce que là, ce qui était particulier, c'est que il n'y avait pas de limite d'âge à ce moment-là. Puis moi, j'ai commencé à coacher universitaire. Je venais de finir mes études. Puis j'avais fini mes études quand même rapidement. Fait que j'avais 21, 22. Tu sais, puis il y avait peut-être 20, je me rappelle pas, 22, je pense, ou 23 gros max. Puis il y avait plus de la moitié de l'équipe qui était plus vieux que moi au Carabin, dont le botteur qui avait, je pense, 35 ans dans le temps. Je ne me rappelle pas de son nom. Fait que ça, c'était spécial. Ça, c'était spécial. Puis c'est là que, tu sais, que Jacques m'a beaucoup aidé, Ted aussi, à dealer avec cette différence d'âge-là. Puis dans le fond, c'était juste d'arriver préparé, puis de montrer aux gars all about football, puis de savoir ce que tu as à faire, puis d'être sharp, puis que c'était peut-être pour prendre un petit peu plus de temps parce qu'au début, il était pour te voir comme un gars qui n'a pas rapport là, mais éventuellement, si les gars, tu peux leur convaincre que tu peux leur montrer quelque chose. Tout le monde veut devenir bon. Tout le monde veut s'améliorer. Fait que si tu prouves aux gars que tu es la personne pour les améliorer, ben ils vont finir par t'écouter. Puis c'est ça que j'ai fait, puis ça a marché. Puis c'est vrai que ça a pris peut-être un petit peu plus de temps qu'un coach établi, mais j'ai bâti des super bonnes relations professionnelles avec les joueurs. Puis on a eu beaucoup de succès. Ça m'a permis de me développer comme coach. Mais ouais, ça a été spécial. C'est ça. Tu sais, encore là, comment tu te développes à ce niveau-là? Tu sais, t'en as parlé, là, il y avait le défi de coacher des joueurs qui étaient plus vieux aussi. Puis en plus, dans ce temps-là, c'est ça, la différence d'âge était, tu pouvais jouer vraiment, vraiment longtemps, là, contrairement à aujourd'hui, là. Mais comment tu t'es développé? Tu sais, tu as commencé running back, tu as touché à d'autres positions? Le point tournant de ma carrière, puis je veux dire, là, parce qu'au début, ma première année, Coach Ted était l'entraîneur de la ligne à l'attaque. Fait que je travaillais beaucoup avec Coach Ted comme j'étais avec les porteurs de ballon. Fait que ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris beaucoup de Coach Ted, évidemment. Puis, après, Coach Ted a quitté le programme pour des raisons familiales, des raisons personnelles. Ça, vraiment, vraiment pas longtemps avant le début de la saison. Je pense que c'était la 3e saison de l'histoire des Carabins à ce moment-là. Puis Jacques Dussault m'a convoqué dans son bureau, puis je vais me rappeler toute ma vie. Il m'a dit c'est toi qui vas coacher la O-line. Et on était à 3 semaines du début du camp d'entraînement, puis j'étais comme quoi? Moi, j'ai jamais joué au line de ma vie. Moi, j'ai joué running back, j'ai joué receveur un peu. Je me suis bâti une certaine expertise avec les carrières parce que j'ai coordonné l'attaque, fait que t'as pas le choix de dealer avec les QB, mais là, tu me demandes d'aller coach au line, je peux pas. Puis puis Jacques m'avait dit, ben, t'es-tu un coach de foot ou t'es pas un coach de foot? Ben, je suis un coach de foot. J'ai dit, ben, tu coaches la line. Ben, j'étais comme, oh, OK. Puis, puis je pense que là, j'ai le droit de la compter, l'histoire. Je pense pas qu'il va m'en tenir rigueur, mais c'est là qu'à ce moment-là, puis juste vous dire quel genre de personne que c'est, une des premières personnes qui m'a aidé, c'est Carl Brennan, qui était coach d'O-line à l'Université Laval à ce moment-là. Puis ça fait juste dire à quel point c'est un grand homme, Carl Brennan. Puis à ce moment-là, il m'avait fait promettre de ne pas en parler pour des raisons évidentes. Mais là, tu vois, là, je vous donne le scoop aujourd'hui. J'ai décidé que j'en parlais. Désolé, Carl. Ton secret est maintenant disparu. Mais il m'avait aidé.
Puis, ouais, j'avais juste 3 semaines à me préparer avant le camp. Quel grand homme, encore aujourd'hui. C'est pour ça que Carl, pour moi, ça a tout le temps resté quelqu'un de spécial. Bon, évidemment, j'avais Ted qui m'a aidé. Fait que j'avais eu la chance d'avoir de l'aide des 2 meilleurs coachs d'O-line au Québec pour me préparer pour ma première saison comme coach d'O-line à 5 et 8, 175 livres. C'est très clair que j'avais jamais joué au line de ma vie. C'est fou parce que c'est ça, fait que t'as pas eu le choix, là. Tu te l'es fait imposer. Mm-hmm. Tu vas coacher au line. Comment, là, tu l'as dit, là, tu t'es préparé en contactant les coachs, mais comment ça a été amené aux joueurs? Tu sais, est-ce que les joueurs, je dirais pas, genre, ils t'ont donné une chance, mais est-ce qu'ils étaient compréhensifs est-ce qu'ils comprenaient la situation? Les running backs étaient vraiment déçus que je parte. Je pense que ça m'a aidé. Les running backs ont dit à O-line qu'ils étaient pour être en bonne main. De dire que la O-line m'a embrassé à bras ouverts, non. Mais les running backs ne m'avaient pas embrassé à bras ouverts non plus à mes débuts. Puis ça a été le même processus, d'arriver préparé, de savoir ce que tu as à faire. Là, ce qui était différent, c'est sous Ted, c'était Ted qui faisait les meetings. Fait que moi, je veux dire, je coachais les backs, mais je ne faisais pas les meetings. Là, c'était moi qui faisais les meetings de front. Fait que les running backs m'ont beaucoup aidé en crédibilité. Puis la O-line, ben, il a fallu que je gagne ma crédibilité dans le day-to-day avec eux. Ça a pris du temps, mais ça s'est fait. Puis je pense qu'on a quand même fait une bonne job de construire une attaque au sol qui était quand même assez redoutable dans le temps au Carabin, avec les Joseph Mowé dans le backfield, les Woody Jean, les Greg Longchamp, Alexandre Zaros à l'attaque. On était Pierre d'Artigonave dans le backfield. On n'était pas pire. Mais merci à ces joueurs-là, c'est eux qui ont fini par dire bon, ben, le gars, il sait de quoi qu'il parle, puis il peut nous rendre meilleurs. Fait que let's go. Puis ils ont embarqué dans ce que je leur enseignais, puis on a été capable d'avoir des bons résultats. Si, souvent, les coachs ils mentionnent que lorsqu'ils arrivent à un autre niveau, ils passent à une prochaine étape, ils doivent gagner, ils doivent se rendre crédibles, si on veut, auprès des joueurs. Tu sais. Puis moi, je me demandais, pour les coachs qui écoutent, là, si tu avais, mettons, un ou deux exemples concrets de comment on peut gagner de la crédibilité envers ces joueurs, comment tu ferais ça, toi? D'être préparé. Il faut que tu sois préparé. Il faut que tu connaisses de quoi tu parles. Puis c'est mieux de rien dire que de dire une niaise. Puis ça c'était Jacques. Puis c'est inévitable qu'en meeting, tu vas te faire poser une question que tu ne sauras pas. Comme même aujourd'hui, ça m'arrive. Mais d'être capable de dire, tu sais quoi, je ne le sais pas. Comme je te reviens demain. Au lieu de dire une niaiserie, parce que c'est là que tu perds de la crédibilité. Tu sais, c'est ce que tu connais, tu le connais, puis tu le coaches, mais ce que tu ne connais pas, dis rien. Là, et va chercher l'information. Je pense que c'est le meilleur conseil que Jacques, dans le temps, m'a donné et que je pourrais donner aux coachs qui montent de niveau aujourd'hui. C'est fou parce que quand tu disais ça, j'ai plein d'exemples en tête. Mais c'est ça, tu sais, c'est parce que la limite est mince entre faut que tu prouves à tes joueurs que tu as les réponses, mais en même temps, il faut que tu t'expliques à tes joueurs aussi que toi, ta job, c'est d'aller chercher les réponses puis que tu les auras peut-être pas tout de suite. Là. Fait que tout le temps... C'est comme le foot. Faut que tu ne perdes pas la game avant de la gagner. Comme si tu fumbles la balle, tu vas perdre. Ben, c'est la même affaire dans le coaching. Faut pas que tu chies ça. Quand tu ne sais pas, dis rien. C'est les erreurs que tu fais qui vont te faire perdre ta crédibilité. Il n'y a pas de victoire comme coach. Le monde s'attend que tu sois compétent. Le monde s'attend que tu sais de quoi tu parles. Tu ne peux pas gagner. C'est pas parce que tu fais ça bien que wow, t'es un... Non, le monde s'attend à ça. C'est les erreurs que tu fais qui vont te faire perdre en crédibilité.
responsabilité. Donc, c'était pas faire d'erreur. Puis de dire que tu ne sais pas puis que tu vas revenir le lendemain, ben, c'est pas, t'assures de ne pas faire d'erreur. Pendant ton passage au Carabin, tu as aussi participé à quelques camps d'équipes professionnelles. Bon, les Bengals, les Bears dans la NFL, les Eskimos dans la CFL, les Eskimos d'Edmonton. Tu sais, qu'est-ce que tu allais rechercher dans ces camps-là comme expérience, comme notion que tu ramenais au Carabin? Ce qui a été vraiment game-changing pour moi dans ma carrière, ça a été ça. Ça a été. Puis, tu sais, au Québec, on a des grands coachs. Bon, j'ai parlé de coach Ted, j'ai parlé de coach Brennan, coach Tito, coach Bolduc, coach Max, coach Etier, coach Constantin. Il y a beaucoup de grands coachs. Mais d'avoir la chance de côtoyer plein de monde, tu sais, je pense que c'est ça. Ce que ça fait, c'est ça ouvre des portes dans ton cerveau parce que ces gens-là, ils vont pas te donner des réponses plus. Il faut que tu fasses de la réflexion toi-même, mais ils vont t'ouvrir plein de portes dans ta tête. Et puis, la personne à l'extérieur du Québec qui a eu le plus d'influence sur moi, sur ma philosophie de coaching, c'est Dana Bible. Dana Bible, c'était le coordonnateur offensif à Boston College quand j'étais là. À Boston College, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois. Puis j'ai eu la chance de passer un hiver complet avec eux dans leur football d'hiver. D'ailleurs, là-bas, j'étais en charge du scout team. Puis le carrière, le redshirt freshman du scout team à ce moment-là, c'était un certain Matt Ryan. Donc, quoi. Fait que je travaillais, c'était lui qui était le carrière du scout team que moi je m'occupais. Puis Coach Bible, c'est un West Coast offense guy. Lui, il avait travaillé pour Bill Walsh. Après, il avait coordonné l'attaque aux Eagles de Philadelphie. Puis il s'est retrouvé à Boston College comme coordonnateur offensif. Puis, c'est lui qui m'a montré le West Coast offense. Puis ça l'a... Puis c'est à ce moment-là, pour répondre à ta question plus tôt dans l'entrevue, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire en quelque chose. Parce qu'il m'a expliqué le West Coast de A à Z. Puis j'ai trouvé que ça faisait bien du sens. Puis je suis devenu un disciple de West Coast Offense, que je peux fièrement dire que je suis encore à ce jour. Puis tout ce que je fais offensivement est basé sur des principes de West Coast. Ça a été vraiment lui qui m'a vraiment amené à un autre niveau, si je peux dire. Je ne sais pas si tu es capable de l'expliquer, mais curiosité, parce que moi, je ne connais pas ça. C'est quoi, comment tu traduirais le West Coast Offense? West Coast Offense, en partie, la première affaire, c'est Rhythm Passing Game. Donc, West Coast Offense, c'est d'attacher le jeu de pied de ton carrière avec tes tracés. Donc, c'est de dessiner des jeux qui vont être en rythme avec le jeu de pied du QB. Donc la première lecture va s'ouvrir en premier, après la deuxième. Donc, en partie, c'est ça. Après, c'est la création de triangles partout sur le terrain. Donc, ce que tu veux faire, c'est que tu veux faire un triangle, tu veux mettre 2 joueurs défensifs dans un triangle, puis demander à ton carrière de lire la réaction de ces 2 joueurs défensifs-là, puis dépendamment où est-ce qu'ils vont, ben, tu vas sur la pointe de ton triangle. C'est un crash course, mettons, en 60 secondes. Là. Ah ouais, les deux gros points du West Coast. Puis comment, encore là, parce que je suis sûr qu'il y en a qui sont aussi curieux, puis aussi qui en mangent autant que toi, puis qui sont peut-être comme toi à l'âge que tu avais à ce moment-là. Là, comment tu faisais pour te rendre dans ces camps-là? Tu sais, c'est quoi le point? Écoute, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu
l'immense chance de connaître un Spiro Faradouas, coach Spike, qui est probablement une des plus grandes gueules au Québec, qui connaît tout le monde, que lui-même a eu la chance de travailler dans la NCAA comme graduate assistant à North Dakota State. Donc, coach Spike, qui est un bon ami à moi, qui est encore aujourd'hui, que lui coachait au Carabin les demi-défensifs quand moi j'étais là. Puis il a vu que je travaillais fort, il a vu que j'avais de l'intérêt, il a vu que j'étais curieux, puis il m'a fait rencontrer tous ces gens-là, tous les gens qu'il connaissait. Puis bon, à partir du moment que, puis bon, on va aux Bengals de Cincinnati, coach Spike connaît Kevin Corral, qui est l'entraîneur des demi-défensifs. Puis là, moi, j'arrive là, puis là, je me lie d'amitié avec Ken Zampese, qui est le coordonnateur offensif, qui est le fils de Zampese, qui était le coordonnateur offensif des Cowboys de Dallas dans le temps de la dynastie Emmitt Smith, Franklin, Michael Irvin, ces gars-là. Donc, à un moment donné, tu commences à rencontrer du monde. Lui, à Boston College, c'était Jerry Pilurkowski qui était le contact à Coach Père. Mais là, moi, tu le suis, puis là, ben, moi, ça a été Coach Bible qui est comme devenu ma personne de référence. Mais tu sais, c'est... Puis après, ben là, quand tu commences à connaître quelqu'un, ben là, ça déboule. Tu sais, le monde du foot est petit, tu sais. Dans le temps, quand il y avait des camps de détection au Québec pour l'NCAA, puis je me rappelle, il y en avait tout le temps un au Cégep Vanier. Puis je me rappelle que Ryan Day, qui est aujourd'hui l'entraîneur-chef à Ohio State, était graduate assistant justement à Boston College, puis était venu à Vanier. Bon, moi, je coachais dans ce camp-là. Fait que, tu sais, faut que tu... Oui, Spy, merci, Coach Spy, mais aussi, faut que tu te pointes, là. Puis quand il y a des trucs de Team Québec, faut que tu sois là. Puis quand il y a des camps NCAA ou des camps, tu sais, comme de SCAP, faut que tu sois là. Quand il y a des cliniques, des night clinics, il faut que tu sois là. Puis faut que tu parles au monde. Je veux dire, le monde connaisse le monde. Puis, je veux dire, à un moment donné, ça te crée ton réseau. Puis ça t'offre des opportunités. Tu sais. Puis moi, j'ai été chanceux parce que rapidement dans ma carrière, j'ai rencontré des gens qui avaient beaucoup de contacts, mais après, il faut que tu te les fasses toi-même. Il faut que tu te présentes. Tu finis ton passage au Carabin. Tu t'en vas après au Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Encore là, j'essaie de trouver d'autres mots pour pouvoir dire comment ça s'est fait la transition, mais c'est un peu ça. Là, qu'est-ce qui t'a amené de passer de Montréal à Sherbrooke? Ça, là, à ce moment, moi, j'étais jeune. Puis là, comme j'ai dit tantôt, là, à ce moment-là, je me rappelle très clairement, là, j'avais une philosophie. J'étais un West Coast offense guy, puis je voulais runner le West Coast offense. Puis à ce moment-là, au Carabin, Coach Gregory, c'était plus ça fait drôle à dire, c'était plus un spread guy, un run and shoot guy que je l'ai parlé tantôt, que je trouvais ça intéressant. C'était plus Puis moi, je voulais faire du West Coast. Fait que quand André Bolduc a eu la job au Bayard, puis qu'il cherchait un coordonnateur offensif, puis que là, bon, moi, je coordonnais le run game au Carabin, ça allait quand même bien, mes affaires. Fait que, tu sais, j'étais comme un jeune coach on the rise. Puis là, il a communiqué avec moi, il a testé Moi, j'étais hyper intéressé. J'étais hyper intéressé à vouloir coordonner une attaque parce que je voulais faire du West Coast dans le football canadien. Donc, ça a été une décision puis ça a été une décision facile, mais je me suis rendu compte après que pas que c'était une erreur, mais ce qui m'a fait le plus mal, que je me suis pas rendu compte, c'est quand tu pars d'un programme et que tu t'en vas à un autre, c'est toutes les relations que tu as créées avec les joueurs, avec les coachs, puis sur le coup, tu sais,
André m'appelle, viens coordonner l'attaque. Yes, je vais monter, je veux faire ça. Puis en plus, c'était une chance pour moi de devenir temps plein pour la première fois. Fait que c'était un no-brainer, mais après, j'étais comme, merde, comme les Joe Murray, les Joe Lapointe, les Woodley Jean, les Greg Longchamp, je m'ennuyais tellement d'eux autres, j'étais comme, oh. Puis c'est comme là, pour la première fois de ma carrière, que je me disais, wow, pourquoi je coach, là, tu sais? Puis jusqu'à là, je voulais coacher pour devenir pro, devenir temps plein, devenir ci, devenir. Mais là, ce moment-là m'a vraiment fait réfléchir sur le côté un petit peu plus humain du foot, puis à quel point c'était important pour moi aussi. Mais la transition, c'est bien fait. Finalement, j'ai créé d'autres relations là-bas, mais j'ai trouvé ça top. Puis autant la décision a été facile, autant le backlash, si je peux m'exprimer ainsi, a été top. Puis ouais, ça a été tough. Ça a été tough, mais hey, j'ai aimé ça. Puis, je veux dire, je suis resté là longtemps, finalement. Mais ouais. Pourquoi tu voulais jouer du West Coast Offense dans du football canadien? Ouais. C'était ça que je voulais faire. C'était ça mon but, puis c'est ça qu'on a fait. Fait que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de prendre des concepts américains puis ajouter un joueur. Mais tu sais, à la fin de la journée, quand tu as un 2 contre 2 aux États-Unis ou un 2 contre 3 aux États-Unis, tu peux créer un 2 contre 2 au Canada ou un 2 contre 3 au Canada. Fait que tu sais, c'est pas si pire. C'est plus au niveau formationnel et au niveau de l'utilisation de personnel multiple que là, tu sais, moi, pour ceux qui me connaissent, un tight end, deux tight ends, trois tight ends, tu sais, comme on va tout voir, là, 5 heures, tu sais, on ne sera pas en 5 heures 100% de la game. On a fait beaucoup de 2 backs à Sherbrooke. Là, j'en fais moins à McGill parce qu'on n'a pas de fullback. Mais d'ailleurs, si tu es un fullback, tu as des bonnes notes, envoie-moi un message. Je cherche activement un fullback à l'Université McGill. C'est pas grave si tu parles pas anglais, ça va bien aller. Mais ouais, fait que, tu sais, mais ça a été plus ça le défi au niveau formationnel. Mais au niveau conceptuel, c'était, oui, il y avait des trucs qu'il a fallu que je mette beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, puis jusqu'à ce jour, puis on parlait tantôt de se servir de la pandémie pour, tu sais, jusqu'à ce jour, tu sais, un cell concept, un stick concept, que tu te dis comment tu peux l'amener au football canadien, tu sais. Mais ouais, c'était ça le défi, on l'a fait, puis tu vois, JP Chouaré, il y a eu beaucoup de succès, puis je pense que Jérémy Rock aussi. Fait que, somme toute, je pense que ça a été positif. À Sherbrooke, tu as fait 5 ans, les premiers 5 ans comme coordonnateur. Puis après, tu as fait un autre 5 ans comme head coach. Ben, mettons, là, si ça se sépare vraiment en deux, c'est ça qui est le fun. C'est vraiment un gros bloc dans ta carrière d'un 10 ans là-bas, 5 ans dans chaque position. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu retiens de ton bilan comme commentateur offensif là? Est-ce que tu étais satisfait après ton premier 5 ans de ce que tu avais accompli? Ben, écoute, je pense que dans ce job-là, si tu veux te faire longtemps, tu ne peux pas vraiment être satisfait jamais. Par contre, bon, comme on disait, on a eu quand même relativement de succès offensivement. Puis c'est drôle parce que tu montes dans le foot parce que tu as du succès dans ce que tu fais, c'est-à-dire, dans mon cas, coordonner l'attaque. Là, tu deviens coach en chef à cause de ça. Là, tu arrives coach en chef, puis non, c'est pas la même game. C'est pas les mêmes choses, c'est pas pareil. Puis, c'est là que tu penses que tu es prêt, mais tu n'es pas prêt. Tu l'es juste pas. Puis, j'étais pas mal plus prêt à faire ma transition de coach de position, coordonnateur du run game au Carabin à coordonnateur offensif au Varéor parce que toute ma vie, jusqu'à là, je m'étais préparé à être le meilleur coordonnateur offensif au Québec. J'avais tout mon mindset sur le côté tactique et le côté technique du foot.
Puis quand je suis devenu coach en chef, tu sais, moi, quand j'étais allé à Boston College, là, je ne vous ai pas parlé de Tom O'Brien, qui était entraîneur-chef. Quand j'étais allé aux Bengals, je n'ai pas parlé de Marvin Lewis, qui était. Je m'en sacrais de ce qu'ils faisaient, eux autres. Là. Moi, je vais être à côté du coordonnateur offensif. Puis je voulais devenir. Fait quand je suis devenu coach en chef, c'était comme OK, c'est quoi la job de coach en chef? Puis j'avais jamais fait de voyage, je m'étais jamais assis avec un head coach pour poser la question c'est quoi être un head coach, mais t'es jeune, t'as de l'ambition, tu te trouves smart, t'as discuté un peu, tu te dis bah, ça va bien aller. Puis tu sais, on a fait des bonnes choses, on a fait des moins bonnes choses, évidemment. Je pense que looking back, j'aurais dû attendre, tu sais, avant de me lancer dans un défi comme ça. Mais bon, regarde, quand les gens ils t'offrent une job d'entraîneur-chef universitaire, faut que tu sois mature et discipliné en tabarouette pour te rendre compte si tu es prêt ou pas, puis te dire non. Je te dirais que j'étais pas mal meilleur, pas mal plus prêt à ma dernière année qu'à ma première, mais bon, hey, c'est ça. J'ai pas eu la chance malheureusement, j'ai pas eu la chance de le démontrer. Mais c'est ça. T'étais quel style de head coach? Wow, quelle bonne question. Écoute, j'ai commencé moi, à base, puis je ne vais pas me cacher, il y a du monde qui me décrit comme un control freak. Moi, honnêtement, quand tu me dis ça, tu me complimentes parce que moi, je crois aux détails, je crois à contrôler les détails. Par contre, je ne veux pas être un micro-manager. Je veux donner l'autorité aux gens autour de moi. Mais oui, je suis un gars j'ai commencé comme un gars qui était intense, un gars qui était demandant. J'en demandais beaucoup aux coachs, j'en demandais beaucoup aux joueurs. Il y a beaucoup de joueurs là-bas. Olivier Hilmont, Olivier Cléveilleux, bon, Miracle, évidemment, Vincent Cléroux, Renaud Lafrance-Tontin, Francis Lapointe, Sébastien Blanchard, qui m'ont rendu un petit peu plus humain à travers mon passage. Puis peut-être trop, pour être honnête. Peut-être trop humain. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis plus à. Je pense que c'est plus facile. Être entraîneur-chef, c'est comme être père de famille. Le plus important, c'est la constance. À un moment donné, quand les. Et oui, je ne dis pas que les émotions, c'est mauvais, sauf qu'à un moment donné, quand tu es tout le temps émotif dans ton decision making, c'est difficile d'être constant. Puis, je veux dire, je pense que c'est là, si j'avais à répondre à la question, c'est quoi la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est probablement ça. J'ai manqué de stoïsme, j'ai manqué surtout à la fin, au milieu, vers la fin. J'ai manqué de réalisme un peu, alors qu'au début, j'en avais probablement trop. J'ai jamais été capable d'être dans le bon milieu en cette espèce de côté humain-là, mais aussi le côté pragmatique que tu as besoin pour que ton programme roule et que tout le monde soit satisfait. Est-ce que les joueurs. Là, de ce que je vois, si tu te les fait offrir, là, le poste, je ne sais pas si c'est par c'est Bolduc qui t'a peut-être recommandé, là, mais est-ce que les joueurs l'accueil des joueurs était bon? Est-ce qu'ils étaient contents que ça soit toi, vu que ça faisait déjà 5 ans que tu étais dans le programme et ils te connaissaient? Ouais, vraiment. Puis je pense que moi, puis je veux dire, bon, j'en parle rarement publiquement, mais moi, j'étais surpris de me faire offrir la job. Puis je pense que cette surprise-là a fait en sorte que j'ai dit oui parce que ça a été un oui d'émotion. Il y avait beaucoup de joueurs, surtout des joueurs offensifs, qui, je pense, qui ont poussé pour moi. Et je pense qu'à quelque part, c'est pour ça que je l'ai eu. Fait que l'accueil a été plus que bon. Puis je pense qu'à quelque part, c'est ça qui m'a fait dire oui. J'avais vraiment
d'excellentes relations avec les joueurs offensifs. Je ne connaissais pas les joueurs défensifs. Ben, je connaissais, mais je connaissais pas les joueurs défensifs. Mais ouais, l'accueil a été excellent. Puis on a eu beaucoup d'entrée de jeu, mais à ma première année, on s'est rendu à la Coupe Dunsmore. On a eu beaucoup de succès déjà. On a fait quand même beaucoup de changements au niveau de la structure. Puis tous les changements ont été approuvés par le leadership. Fait que non, ça, au contraire, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu la job, cette espèce de mouvement. Puis, c'est quoi que tu es le plus fier de ton passage à Sherbrooke là, quand tu quittes ou avec le recul maintenant? Là? Le 10 ans que tu as passé là, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place, que tu étais content quand tu es parti, puis que tu savais que tu laissais ça, puis... Je pense que la rigueur, du professionnalisme, une structure de travail, une planification annuelle, une façon professionnelle de voir la profession de coaching. Je pense qu'un des... Si tu compares la NCAA, la NFL au Canada, un des problèmes au Canada, puis tantôt j'en ai fait une joke, mais c'est comme les toutes autres tâches connexes. Je veux dire, maintenant, un coach de foot, c'est un coach de foot, puis je ne le dis pas négativement, mais tu sais que tous les coachs à temps plein en ce moment, on a besoin d'une pandémie mondiale pour se remettre en question puis avancer dans nos réflexions. Ben, moi, je te garantis que Josh McDaniels, Carl Shanahan, ben, c'est ça qu'ils font 12 mois par année. OK, c'est pas la même argent, c'est pas la même, on s'entend, mais un coach de foot, c'est un coach de foot. Puis oui, pour pouvoir gagner ta vie dans le foot, il faut que tu fasses du sport académique, il faut que tu fasses du recrutement, il faut que tu fasses, puis c'est correct. Puis je veux dire, je le fais, puis j'adore ça. Au contraire, ça fait que j'ai pas 2 journées pareilles, puis j'aime le défi, mais si tu veux vraiment devenir un... Je pense que, puis je veux dire, bon, je compétitionne contre eux, mais tu regardes Glenn Constantin à l'Université Laval, la façon qu'il structure son staff, Marc Portier, Justin Thier, probablement les 2 meilleurs coordonnateurs au Canada. Puis je veux dire, tu peux débattre, là, mais je veux dire, ils sont. Mais tu sais, je pense que Glenn leur donne une structure où est-ce qu'ils ont le temps de se remettre en question année après année. Fait que c'est ça que je suis fier, c'est d'avoir bâti à Sherbrooke une structure professionnelle où le football était mis de l'avant selon où tu te situais, puis que les coachs avaient la job de chacun des entraîneurs était liée avec les besoins de l'équipe finalement. Donc, je te dirais que c'est ça. Qu'est-ce que tu fais immanquablement à chaque off-season? Immanquablement, me reposer. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas immanquable. Self-scout, ça, t'as pas le choix. Je veux dire, t'arrives à la première affaire qu'il faut que tu fasses quand la saison finit, puis au niveau universitaire, il y a un rush de recrutement aussitôt que la saison finit, mais toi, à travers ça, il faut que tu self-scout. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, et pourquoi. Il faut que tu prennes le temps de te poser des questions des questions tough. Pourquoi j'avais tel game plan, pourquoi j'ai fait tel call, pourquoi j'ai fait telle affaire, pourquoi. Puis, faut que tu t'auto-évalues. Tu sais, je pense que c'est facile d'auto-évaluer les joueurs, d'auto-évaluer les assistants coachs, d'auto-évaluer tout le monde autour de toi, mais il faut que tu le fasses, il faut que tu t'auto-évalues toi. Puis ça, tu peux pas passer à côté. Fait que ça, je te dirais que c'est l'affaire que je passe pas à côté. Quand tu quittes Sherbrooke, ça faisait 10 ans que tu étais là. C'est sûr que ça a dû être émotif aussi. Là. Comment après ça, tu t'abordes la suite des choses pour essayer de te retrouver un poste que finalement tu vas trouver
pour la prochaine saison à McGill? C'était quoi ton plan là, que tu t'étais fixé? Quand je suis parti de Sherbrooke, mon plan, c'était de prendre une année off. Puis je veux dire, ça va vite dans le monde du foot, là. Fait que, bon, il y avait des ouvertures à l'Université de Montréal, il y avait ça à Laval. En tout cas, je sais qu'il y en avait à gauche, à droite. Puis moi, je voulais pas, j'ai pas mis mon nom dans rien. Mon but, c'était parce que j'avais besoin de plus de temps pour m'auto-évaluer, pour faire le bilan de ces 10 années-là. Fait que je voulais prendre un an off. Coach Hilaire, j'ai été chanceux, j'ai beaucoup de monde qui m'ont contacté. J'ai dit à tout le monde que mon plan, c'était de prendre un an off, mais Coach Hilaire a été hyper patient, hyper persévérant, et surtout hyper patient. Puis, il a attendu, tu sais, que je fasse mon deuil, mais surtout que je fasse une espèce de réflexion. Puis, je pense que 4 mois plus tard, il est revenu à la charge. Puis là, j'étais comme, oh ben go. Puis je me suis lancé. Puis loin, j'étais vraiment excité à l'idée de travailler avec Benoît Groux. Parce qu'évidemment, j'avais coaché contre Benoît, puis j'avais vu Benoît mettre la balle à des places que c'est comme, comment ça qu'il a vu ça, puis comment ça qu'il a fait. Puis là, après, je l'ai vu comme coordonnateur offensif faire des miracles avec pas grand-chose à l'Université Bishop, puis après, comme continuer son développement comme coach. Puis à l'Université McGill, même truc. Fait que, tu sais, j'étais excité d'apprendre. J'avais le goût de passer du temps avec Ben. Puis j'avais le goût de retourner avec la O-line. Je pense qu'à quelque part, c'est ça qui a fait que Coach Hilaire m'a convaincu. C'est coacher une position, revenir avec la O-line, coacher avec Ben. Je trouvais que c'était puis retourner à McGill. Je trouvais que je pouvais pas. 4 mois plus tard, je pouvais juste pas cracher sur ça. Fait que ouais, vas-y. Une fois que tu arrives à McGill, ça fait quand même un certain temps. Tu sais, si on revient au début de la conversation, l'école secondaire Gérard Filion, c'est en 1998, tu sais, puis McGill, c'est en 2017. Avec tout ce temps-là, est-ce que tu dirais que tu as une philosophie de coaching? Outre le X and O's, parce qu'on est clairement quelqu'un de X and O's, mais est-ce que c'est ça, est-ce que tu as une philosophie de coaching? Ouais. Écoute, quand on parle de coaching, je pense que le plus important quand vient le temps d'enseigner, premièrement, tu es un enseignant. Donc, ça, c'est la première chose. N'importe qui se lance dans le coaching est là pour enseigner. Puis, oui, moi, j'ai beaucoup d'affinités avec le côté tactique, j'aime ça. Mais ce que je sais, quand la balle est snappée, ça veut plus dire grand-chose. Fait que tu es un enseignant. Puis, quand tu es un enseignant, ben la personne à qui tu enseignes, c'est elle la plus importante. Puis, ma philosophie, moi, c'est de trouver c'est quoi la bonne façon de te faire comprendre une dynamique qu'on a besoin que tu comprennes. Puis pour certains, c'est les meetings traditionnels font l'affaire. Film, board, playbook. D'autres, ça prend plus d'explications. Puis pour d'autres, c'est d'aller sur le terrain, de faire des walkthroughs. Puis, fait qu'est-ce que puis je le dis tout le temps aux assistants avec moi, tu sais, comme ta job, c'est de trouver qu'est-ce qui trigger le jeune puis de le faire avec lui. Tu sais, parce que trop souvent, on entend des coachs qui il comprend rien. Ben oui, mais tu y as dit, tu sais, le kid, t'es sûr qu'il comprend juste par le verbal, tu sais, tu as-tu dessiné, tu as-tu montré, puis as-tu fait faire. Il y a plein de façons d'enseigner. Tu sais, écoute, là, c'est un aspect, ta question est quand même assez ouverte, là, mais au point de vue de l'enseignement,
je dirais que ça, c'est ma philosophie. Puis en tant que personne, si tu devais choisir deux valeurs, lesquelles tu choisirais? Effort, discipline. De travailler fort, je veux dire, tu n'accomplis rien si tu ne mets pas le temps, tu sais, puis je veux dire, it takes what it takes. Je veux dire, puis d'ailleurs, un excellent livre, It takes what it takes, si tu peux prendre le temps de le lire. Mais ça prend ce que ça prend. Fait que si tu n'es pas prêt à mettre les efforts, ça ne va pas se passer. Peu importe le domaine, peu importe. Mais là, après, la discipline, ça a un lien un petit peu plus avec le qualitatif de ton effort. Puis je veux dire, si tu travailles fort, mais tu travailles tout proche, puis tu n'as pas de structure, puis tu n'as pas ou tu n'es pas régulier dans tes efforts, ben ça se passe pas. Faut que tu stacks des great days. Faut que tu empiles les succès, puis faut que tu empiles les efforts. Fait que pour moi, c'est les deux valeurs, tant comme coach que comme joueur, que comme travailleur, autonome, peu importe qu'est-ce que c'est. Maintenant, tes coordonnateurs offensifs, tes revenus comme à ton, si on peut dire, tes vieilles amours là, à McGill. Est-ce que tu as la même philosophie? T'as-tu encore le même système? T'es rendu où dans ton cheminement, dans ton apprentissage stratégique, là, si on peut dire, de l'offensive? Ouais. Écoute, un peu comme le West Coast Offense, je suis vraiment de prendre le temps de regarder Sean McVay, Carl Shanahan, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font avec le West Coast Offense? Wow, c'est vraiment impressionnant. Le cours reste le même, rhythm passing game, créer des triangles. Bon, Carl Shanahan avec son outside zone, le boot game off-it, McVay avec ses jet sweeps, ses motions, ses tight formation. Mais c'est vraiment, ça reste que le cours reste le même, mais c'est vraiment intéressant de voir l'évolution du football. Je dirais que de plus en plus, les défensives sont en pattern read, bon, on entend match coverage, on entend plein de termes. Donc, de fermer tes formations, de croiser tes receveurs, ça met de la pression sur les lectures, des joueurs défensifs. Mais fait que j'ai beaucoup de plaisir, surtout en ce moment, à étudier ces coachs-là. Josh McDaniel, Sean Payton aussi. Sean Payton, c'est un West Coast guy. Josh, un peu moins, mais bon, il y a beaucoup de principes quand même. West Coast dans son attaque à Nouvelle-Angleterre. Mais ouais, fait que c'est dans le fond, c'est tout le temps se réinventer, mais à un moment donné, encore une fois, un 3 contre 3, un 3 contre 4, un triangle, ça reste les mêmes. Tu sais, je veux dire, c'est juste comment tu vas te rendre là, quelle formation tu vas utiliser, quel personnel tu vas utiliser pour essayer de. Et puis comment tu peux packager ça pour essayer de donner le plus d'informations possible à ton carrière pour que ces lectures soient le plus simples possible. Puis je te dirais qu'un gars comme Josh McDaniel, son génie, c'est ça, il sent rien enlever à Tom Brady. Puis je suis pas en train de dire qu'ils vont gagner 12 games l'an prochain avec un autre QB, mais ils font une bonne job à Nouvelle-Angleterre par formation, par personnel, par alignement, de donner des pre-snap keys à leur carrière pour aider leur prise de décision. Donc, c'est des trucs là-dessus que j'étudie. C'est des trucs là-dessus que j'essaie d'intégrer à McGill dans mon data. Est-ce que... Ben, il y a comme deux questions à ma question. Est-ce que tu as une part, tu t'ennuies un peu de l'aspect de gestion là, du head coach? Puis est-ce que peut-être tu la retrouves en étant head coach avec les équipes de Team Québec durant l'été? Ouais, mais tu sais, c'est la gestion d'être entraîneur-chef, ça,
Ça, c'est plate. Ouais. Mais ce qui est le fun, c'est la planification annuelle, c'est la construction d'une stratégie pour un programme. Ça, je la retrouve d'un point de vue offensif à McGill. Je suis vraiment chanceux. Coach Hilaire me donne quasiment, bon, pas 100% à carte blanche, c'est lui le boss, là, mais je veux dire, je peux. Fait que, tout ce côté de planification-là, j'en fais beaucoup à McGill. Quand je suis entraîneur-chef de l'équipe du Québec, je trouve toujours que la gestion du programme, c'est quand c'est lourd. Mais maudit que c'est le fun de planifier un tournoi, de planifier le volume d'entraînement, de planifier l'implication des coachs, de planifier comment tu vas te préparer pour un match, d'essayer de créer une vision commune, puis de vendre cette vision-là, d'impliquer les jeunes, les coachs dans la création de la vision pour que tout le monde pousse dans le même sens. Puis ça, c'est le fun. Puis oui, ça, je le retrouve avec l'équipe du Québec, mais je le retrouve aussi à McGill, encore une fois, grâce à Coach Ron. Fait que j'ai comme pris ta question, puis je t'ai comme twisté un peu, je m'excuse, mais la gestion, c'est plate. Est-ce que tu as une routine d'avant-match? Écoute, avant le match, j'essaie de, tu sais, je veux dire, j'essaie de relaxer. J'ai fait ma job, tu sais, je veux dire, tout est fait. Fait que, je relaxe, tu sais. Je sens pas le besoin de reviser mon call sheet. J'ai fait plein de fois, tu sais, je veux dire, je sens pas le besoin de stresser les gars non plus. Tu te rappelles-tu c'est quoi le check dans telle formation? Fait que je laisse les gars aller. Par contre, quand le warm-up commence, ben là, oui, tu sais, là, bon, là, je regarde. Bon, là, j'ai le line-up de l'adversaire. S'il y a des nouveaux joueurs, je les regarde dans le warm-up. Surtout si c'est des gars que j'ai pas de scouting report sur eux. J'essaie de prendre un feel. Un feel pour eux. Surtout les backups, tu sais que tu n'as pas de film sur eux. Parce que si jamais ils ont embarqué sur le terrain, j'essaie de profiter du warm-up pour essayer de les regarder, pour essayer de voir si jamais lui il embarque sur le terrain, c'est comme quel genre de joueur, de quoi il a l'air. C'est sûr que quand tu joues contre dépendamment contre quelle université tu joues, il y a des gars que tu connais parce qu'ils ont recruté, il y en a d'autres que tu ne connais pas pantoute, qui viennent de l'extérieur de la province. Fait que c'est un bon moment pour aller chercher de l'information. Mais somme toute, c'est de passer du temps avec les jeunes, s'assurer que mentalement, ils sont ready to go, puis toi-même relaxer. Comme profiter du game day. Il n'y en a pas beaucoup de game day dans l'année. T'en profites un peu. Si tu pouvais avoir un repas, un souper avec quelqu'un, n'importe qui, mort ou vivant, qui ce serait? Wow! Tu sais, c'est top de ne pas dire Belichick. Parce que tabarouette, comment qu'il fait, tu sais? Puis, je veux dire, là, I guess que s'ils font bien encore l'an prochain, ça va définitivement être mon pic. Mais s'ils font pas bien l'an prochain, I guess qu'il est humain. Mais ouais, Belichick, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Mais à l'extérieur du football, j'aimerais ça Tiger Woods parce que de voir un gars de même qui, après tout ce qu'il a passé, montrer autant de résilience, puis arriver et gagner le Master, wow! J'aurais des questions pour Tiger. Là, comme j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions pour Tiger. Mais ouais, ces deux-là, mettons pour l'instant, pour tout de suite. Quel serait un ou des joueurs les plus underrated que tu aurais côtoyé? Underrated. Ça, c'est une underrated que j'ai côtoyé. Ben, tu sais, ça fait drôle à dire, là, mais quand tu penses que Jérémy Rock n'a jamais gagné MVP de la Ligue du Québec, en tout cas, en tout cas, quand tu penses que Jérémy Rock a fait l'équipe d'étoiles une fois dans sa carrière, à son année recrue ou à sa deuxième, tu sais, c'est comme. Puis, tu sais,
il est-tu underrated? Je veux dire, je pense que il y a, tu sais, si, en tout cas, ouais. Mais ça c'est la première affaire qui me vient à l'esprit. Mais à Sherbrooke, on avait une équipe d'underdog, de gars underrated. Tu sais, d'arriver au Sepsum puis de battre les Carabins puis tout le monde est surpris, c'est comme Nick Boulay, tu sais, c'est comme là aujourd'hui, il a joué professionnel, il a eu une carrière, mais il a jamais fait l'équipe d'étoiles, Nick Boulay. Comment ça que dans le CFL, il est capable d'avoir une carrière? À Sherbrooke, on en a eu plein des gars de même. Olivier Goulet-Veilleux, il est pas capable de faire l'équipe d'étoiles, mais il est capable de faire la CFL. Alexandre Gagné, il est pas capable de faire l'équipe d'étoiles, mais il est capable de faire la CFL. Mais c'était ça, Sherbrooke. On a été beaucoup, on a beaucoup eu de manque de respect pendant mes années comme entraîneur-chef en termes du talent de certains de nos athlètes. Mais bon, hey, ça nous a servi de motivation et ça nous a permis de gagner des matchs que peut-être que certains experts ont. Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle série télévisée, laquelle ça serait et pourquoi? Écoute, Olivier, j'écoute pas les séries. Je sais pas. J'écoute pas les séries télévisées. Je suis un coach de, tu sais, je suis un coach de foot, puis je passe du temps avec ma femme, c'est plate. Ah! C'est une bonne question. Je sais pas. Ah, attends, là. Je sais pas. Même pour un film? Écoute, quand j'étais jeune, j'aimais Star Wars. Mais là, growing up, j'ai déconnecté. Fait que je sais pas. OK, ben j'ai une autre question pour toi alors. Si on devait réaliser un film sur ta vie, ce serait quoi le titre de ton autobiographie? Ce serait quel genre de film? Ah, wow. J'ai l'impression que ma vie est loin d'être finie. C'est tough. Hey, je suis plate, hein? Mais j'ai l'impression qu'il reste plein d'affaires à faire encore. Il reste plein de trucs à accomplir. Fait que j'ai le goût de dire au producteur, tu sais quoi, tu peux-tu attendre 20 ans? Comme le titre a le temps de changer. Puis le titre, tu sais, j'ai encore l'aspiration de devenir le meilleur coordonnateur offensif au Québec, même s'il y a des excellents coordonnateurs offensifs au Québec, j'ai encore l'aspiration de. Puis, tu sais, peut-être qu'un jour, je vais avoir la chance d'avoir un programme encore comme j'ai eu à Sherbrooke. Puis peut-être que peut-être que je vais aller coacher pro, peut-être pas. Tu sais, là, en ce moment, je me plais beaucoup à McGill. J'ai d'excellentes relations avec les joueurs, surtout du côté offensif. Fait que je me vois pas partir du tout. Mais tu sais, il peut se passer tellement d'affaires. Ouais, j'aurais le goût de dire. Mais tu sais, mettons maintenant, ça pourrait être. T'as pas besoin d'être un joueur All-Star pour devenir un coach pas trop pire, mettons. Ce serait quelque chose de même. Ce serait quel genre de film, ça? À la Rudy, I guess. Un underdog qui monte. C'est quoi ta game préférée? Quelle est ta game préférée? Ma game préférée? Ouais. Tu veux dire le match que j'ai. C'est ça. Que j'ai pris. C'est sûr que je ne me rappelle pas quelle année, là, la remontée en demi-finale qu'on a faite au Saxum, puis c'était la dernière année de Noël Tour comme coordonnateur défensif au Carabin. Ça, c'était quelque chose. On perdait par 21, je ne sais pas trop, 24. Puis, mais on jouait bien. Et à mi-temps, je me rappelle avoir dit aux gars, c'est juste qu'on a plein de turnovers. Puis je me rappelle avoir dit aux gars, tu sais, les gars, on bouge la balle. Défensivement, on est capable de les arrêter. C'est juste que là, si vous êtes capable de tenir le ballon, là, comme au lieu de le fumbler, on va être capable de faire de quoi. Puis le de quoi est devenu un immense raz de marée. Puis, je veux dire, on a juste scoré. Puis, finalement, on a gagné par 10, je pense. On a gagné par 14. Fait que ça, c'est probablement un de mes matchs préférés que j'ai couru.
Si tu pouvais avoir un super pouvoir, tu aurais lequel et pourquoi? Un super pouvoir. Euh, si je pouvais lire dans les pensées de Marc Porquier, je le prendrais. Je le savais. C'est fou. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. C'est fou. Ouais, ce serait Ben, c'est une ça, bonne lire dans les réponse. pensées. Ça serait, ben, c'est utile comme coach de lire dans les Ouais. pensées de ton adversaire. Fait que ce serait, ouais, on va y aller pour lui. C'est quoi ton jeu préféré? Le jeu de foot préféré? Mon jeu de foot préféré. Mais pas ton jeu Euh, comme le jeu à appeler, mais tu sais, dans un match, on a ouais, tous un jeu en tête qui nous a marqué, là, tu sais. Est-ce que tu as un jeu préféré dans ce sens-là? ouais. Ben, je me rappelle, écoute, j'en ai beaucoup, là. Je me rappelle, Il peut en avoir j'ai plusieurs un aussi, c'est pas jeu, grave. hein? Il peut en avoir plusieurs, c'est pas grave. Ouais, ben, j'en ai un je me rappelle de Pascal Fils, dans le temps à Sherbrooke, qu'on court un lead day, bien normal, comme n'importe quel lead day. Puis là, ça fait comme un gros moton. Puis je veux dire, le jeu, il est fini, là. Puis là, j'ai mes yeux sur ma feuille. Puis là, j'entends la fouille, je me lève la tête, Pascal sort du trou, puis il score 60 verges. Je suis comme, hein? Puis tu sais, je me rappelle le lendemain sur film, il disparaît. C'est comme, il disparaît, puis il réapparaît de l'autre bord de la file. Puis non, c'est impossible. C'est impossible. Je me rappelle de ce jeu-là parce que c'est impossible. Il y a vraiment, passé un jour, quand je le vois, Pascal, avoue que tu as disparu, puis tu as réapparu de l'autre bord de la file. Fait que ça, c'est un jeu spécial. Je me rappelle aussi, dans cette remontée-là qu'on a parlé, toute l'année, on avait travaillé sur si il ne couvre pas le numéro 3, on va faire un signal, puis on va courir un bubble, puis on va lancer la balle. Puis on ne s'est jamais fait uncover le numéro 3. Puis là, à ce moment-là, on menait par 7. Puis on était en dedans du 5 de Montréal, puis c'était pour closer la game. Tu sais, là, évidemment, je cadre un jeu au sol pour être. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est un jeu au sol. Là. Puis là, il laisse le numéro 3 de cover, puis J-Rock qui fait le signe, je suis comme, ben non, il va pas lancer la balle. Puis le niveau de stress, là, comme, je pense que puis là, finalement, il a lancé, on l'a complété, puis on a scoré, tu sais. Puis j'étais Oh, comme, wow. ben. Tu rentres quelque chose au camp, puis finalement, au match le plus important de l'année, ça se passe. Puis, mais tu sais, le stress de nous voir lancer la balle dans cette situation-là. Fait que ça, c'est un jeu que je me souviens. Euh, ça- écoute, le Northmore Cup, Simon Charbonneau-Campo, qui est comme triple coverage, puis que Jean-Philippe Chouaré qui dit fuck it, puis il lance pareil, puis qui appogne, comme, puis qui traverse le terrain pour nous permettre, je pense qu'à ce moment-là, le match d'Egan où on avait pris le vent, c'était quand même assez exceptionnel, ça aussi. Puis j'ai même pas parlé de Samuel Giguère. Là. Samuel Giguère, c'était un match après match de trucs exceptionnels. J'ai jamais vu un gars aussi fort du haut de corps comme un receveur qui faisait des stiff arms à la Henry, tu sais, comme je veux dire, écoute, jusqu'à demain matin, là, des jeux exceptionnels, des jeux qui me reviennent en tête. Tu sais, chaque joueur a son jeu exceptionnel. Ouais, c'est le fun de se rappeler de tout ça. As-tu déjà reçu un conseil d'un coach que tu appliques toujours? Un conseil quand tu étais plus jeune que tu appliques toujours? Ah, ouais, mais comme on parlait tantôt, être préparé, savoir de quoi tu parles, puis quand tu ne sais pas, de ne pas dire de niaiserie, ça, puis ce que Jacques m'a dit, que t'es-tu un coach de foot? Puis je veux dire ça, puis aujourd'hui, je suis très fier de dire que j'ai coaché toutes les positions dans ma vie au niveau universitaire. Je suis très fier de dire que je me sentirais à l'aise de coordonner les trois phases de jeu, que je me sentirais à l'aise de coordonner n'importe quelle position. Puis ça vient de Jacques.
qui m'a challengé à être un coach de foot comme lui a fait. Fait que ça c'est deux conseils que j'applique encore aujourd'hui et que je donne à tout le monde qui veut bien. Quel est le meilleur cadeau que tu as reçu? Meilleur cadeau? Meilleur cadeau? Wow! Je sais pas. Le meilleur, là, on parle football ou overall? Pas obligé d'être au foot. Pas obligé d'être au foot. Le meilleur cadeau que j'ai reçu. Quand. OK, j'en ai un. Quand je vous ai dit que je voulais coacher, j'étais assez jeune puis je voulais coacher. C'était déjà dans ma tête. Mais mes parents, ils n'étaient pas forts sur les jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Puis moi, je voulais jouer à Madden. Puis à Noël, finalement, j'avais eu un PlayStation avec Madden. Puis je ne me rappelle pas j'avais quel âge, là, mais hey boy. Comme, ouais. Ça, je pense que ça a été le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. Est-ce qu'il y a une personnalité publique qui t'inspire? Ben, c'est sûr que j'écoute beaucoup sur des coachs. Nick Saban, j'aime ça l'entendre parler. Bon, coach Belichick pour le peu qu'il dit. Mais il y a une couple de podcasts de Belichick où est-ce qu'il sauve un peu, dépendamment c'est qui l'autre, que j'aime ça. Fait que, j'aime ça suivre. J'aime ça suivre les coachs, j'aime ça écouter les coachs parler. J'aime ça à les entendre sur leur philosophie, sur leur façon de faire. Fait que moi, fait que, I guess, c'est des personnalités publiques. Ma femme m'a amené au Centre Bell pour l'événement de Barack Obama que j'ai adoré. Par contre, à ce moment-là, M. Obama il avait été questionné beaucoup sur l'actualité. Fait que ça me rejoignait moins. Mais pareil, tu pouvais voir un petit peu sa philosophie puis comment il était derrière ça. Donc oui, je suis devenu curieux à ce moment-là. Un que j'aime beaucoup, c'est David Shaw, qui est l'entraîneur-chef à Stanford, qui a un super TED Talk. Sur le TED Talk David Shaw, ça fait quelques années là, qu'il parle de la place du football au-delà des victoires et des défaites dans le monde. C'est vraiment bon. Fait que lui, c'est un bon speaker aussi. Mais ouais, je suis pas mal. Je reste pas mal dans le sport. Là. De temps en temps, j'ai des amis qui vont me dire lis telle affaire ou écoute telle vidéo ou puis là, je vais le faire, mais ouais, je suis un gros fan de YouTube, taper un nom d'un coach puis d'écouter qu'est-ce qu'il y a. Ben justement, est-ce que tu aurais un livre de sport à recommander? Wow, ouais. Ben, tu sais quoi? Ou plusieurs? Ouais. Je pense que tout le monde devrait lire Good to Great. C'est pas un livre de sport, par contre. Mais tout le monde devrait lire Good to Great. Moi, je veux dire, ça m'a été bon. Ben, tous les coachs que je vous ai nommés, ils l'ont lu, puis ils le réfèrent. Fait que là, moi, je l'ai lu à cause de ces gens-là. Puis dans le fond, c'est Good to Great, c'est une étude, prend des business de différents champs, puis des business qui ont eu beaucoup de succès, qui ont été capables de monter, d'obtenir beaucoup de succès. Et l'étude, c'est de faire un lien entre tous ces business-là, puis c'est quoi les trucs similaires que ces business-là avaient. Fait que je pense que ça, c'est un excellent livre pour n'importe qui là, qui veut être chef d'équipe un jour ou qui aspire à être entraîneur-chef ou même coordonnateur. Fait que ça, c'est un bon livre. C'est sûr que Sun Tzu, The Art of War, classique. Super bon livre. Quelque chose d'un petit peu plus sportif. Lombardi. C'est quoi ça? Ça a sorti l'an passé. Gridiron Genius. C'est un excellent livre. N'importe quel livre de Bill Walsh.
que ce soit sa brique, là, ou que ce soit The Sport, Take Care of Itself. Ça, c'est des super bons livres aussi. Ouais, écoute, il y en a beaucoup, là. It Takes What It Takes à lire. Ouais. Mais tu sais, lire, moi, je suis un gros fan des audiobooks, là. J'ai la chance de marcher à tous les matins, aller-retour pour aller à McGill. J'étais à une demi-heure de marche de McGill. Bon, évidemment, je ne le fais pas, là, fait que j'écoute moins. Mais tu sais, j'écoute, fait que j'ai une heure, j'écoute des livres pendant une heure à tous les jours dans mon aller-retour. Fait que ça, c'est une bonne façon là, pour ceux qui font de la route, parce que c'est sûr que lire, c'est prenant quand même. Mais pour tous ceux qui font de la route, pour tous ceux qui aiment marcher, pour tous ceux qui, ben, je vous encourage à vous acheter des audiobooks. Moi, ça a vraiment changé ma vie. J'ai tout aimé lire, mais j'ai plus de temps. Mais ça, c'est vraiment bon. Quelle est une des choses les plus difficiles que tu aies accomplies ou dont tu serais le plus fier? Perdre du poids. Comme pour vrai, comme perdre du poids, c'est tough. Là, j'ai la chance là, je travaille fort, j'avais perdu du poids depuis le temps que j'étais à l'entraînement à Sherbrooke. Je prends plus soin de ma santé, de ce que je mange. J'essaie de m'entraîner. Les joueurs me mettent au défi de rester en forme. Mais c'est tough. Parce qu'accomplir des. Oui, tu sais, de prendre n'importe quel groupe, puis de les aligner, puis de les faire pousser toutes dans une même direction, c'est difficile. Mais quand tu es tout seul avec toi-même, t'es challengé. T'es challengé. Puis, tu sais, parce que les autres te donnent de la force. Quand il est temps pour moi d'être entraîneur-chef à l'équipe du Québec, tu sais, je veux dire, il y a tout le temps des kids dans l'équipe qui t'inspirent, qui te donnent le goût de donner le meilleur que toi. Mais quand c'est toi avec toi-même, il faut que tu prennes soin de ta santé, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu perdes du poids, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu arrêtes de manger des cochonneries. Ben, c'est facile de te dire, check, là, comme on s'en fout, là, je ne le ferai pas. Ça impacte ni toi, Olivier, ni toi, Pierre-Émile, ça impacte juste toi. Fait que ça, c'est pour ça que ma réponse, c'est ça. Ouais, ça c'est. Ah non, je suis d'accord. Euh, Dernière question. Pourquoi un joueur offensif devrait aller à McGill? Ou un fullback. Ou un fullback? Le fullback, parce qu'il va jouer. Non, écoute, je pense que je suis rendu trop vieux. J'en ai trop vu pour pas que la raison numéro un, ce soit académique. Puis, je veux dire, c'est si tu rentres dans ton programme à l'Université de Montréal, tu ne rentres pas dans ton programme à Concordia à McGill, ben, faut que tu ailles à l'Université de Montréal. Je veux dire, il y a trop de jeunes encore aujourd'hui qui prennent des décisions football. Ton critère numéro un, ça doit d'être académique. Maintenant, à partir du moment que tu as un jeune qui est accepté partout, ben là, pourquoi il devrait venir à McGill? Parce qu'à McGill, je veux dire, s'il vient jouer offensivement à McGill, je veux dire, il va trouver un coach que je lui garantis qu'il va mettre plus de temps que lui va mettre dans sa game. Il va trouver un coach qui est aussi passionné que lui, qui est aussi dévoué que lui au bien d'offensive, mais à son bien personnel. S'il y a une chose que, oui, je suis encore un coach exigeant, je suis encore un coach qui en demande beaucoup, mais je pense que j'ai trouvé cette espèce d'équilibre-là que je n'avais pas nécessairement à Sherbrooke en être très, très demandant, mais être à l'écoute aussi, puis être aidant. Parce qu'il vient un moment que le joueur a besoin d'être challengé. Comme moi, j'ai besoin que ma femme me challenge d'arrêter de manger du chocolat. Fait que je vais le faire, mais il vient un moment où est-ce que
ma femme, elle m'en donne du chocolat parce que j'en ai besoin. Puis moi, il faut que j'en donne aux joueurs non plus. Puis je trouve que j'ai un meilleur feel aujourd'hui, après 20 ans d'expérience, euh, pour peser sur les bons boutons au bon moment et donner aux joueurs qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ben, je pense que ça fait le tour. Merci beaucoup, David Lessard, d'avoir pris le temps de nous parler, d'avoir discuté avec nous, d'avoir fait un tour sur ton parcours. Pierre, je ne sais pas si tu voulais rajouter de quoi. Non, c'était... tu complètes, en fait, un des objectifs qu'on s'était donné aussi de laisser la parole à des coachs de chaque équipe universitaire. Donc, tu étais le premier coach de McGill qui se prêtait à l'exercice, puis on l'apprécie, mais c'est super le fun que tu as pris le temps de parler avec nous autres, puis que tu ailles analyser aussi ton parcours avec nous. Moi, perso, j'en ai appris beaucoup. Là. Ben, merci les gars, puis ça en fait plaisir de partager tout ça avec vous. David Lessard, coordonnateur offensif de l'Université McGill. Merci beaucoup.